Pourquoi soigner ton image est plus important que remplir ton coffre-fort d'euros sonnants et trébuchants? Comment se construire une réputation durable et surtout, comment t'en servir pour tirer ton épingle du jeu? Bienvenue dans Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 qui dévoile les plus grandes stratégies d'influence et surtout comment t'en servir pour devenir un entrepreneur plus impactant et aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Aujourd'hui, on va parler de réputation et dans le cadre d'une entreprise, on parle souvent de branding. Finalement, c'est quoi la réputation, c'est quoi le branding? C'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. C'est l'image que tu laisses, c'est l'impression que tu graves dans l'esprit des gens. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est pas uniquement une question de bruit de couloir, c'est aussi une question réellement puissante qui va permettre à ton entreprise et à ta marque de coller à l'esprit des gens ou alors de s'en aller, voire même de se dégrader, de se dire « Oula, celui-là, surtout je lui fais pas confiance, il faut pas que je fasse affaire avec lui ». Donc je vais pas passer trop de temps sur l'évidence qui est de dire que la réputation c'est important parce que je pense que tu le sais déjà, mais j'ai envie de te donner quand même 2 exemples rapides pour te montrer à quel point ça peut avoir un enjeu important. Le tout premier exemple est celui d'une personne qui aurait dû être président. On lui promettait l'Élysée pour succéder à Nicolas Sarkozy et finalement un petit défaut de réputation a fini par ruiner toute sa campagne et toutes ses chances. La personne dont je te parle maintenant, c'est évidemment Dominique Strauss-Kahn, DSK, qui avait une super réputation avant son scandale, parce qu'il était quand même directeur du FMI, c'était quand même un Français qui pesait dans la politique mondiale, qui avait quand même une image, une aura importante, un petit peu comme pourrait avoir Christine Lagarde aujourd'hui. Et finalement, suite à l'affaire du Sofitel, donc je vais pas refaire toute l'affaire, c'est pas le but, mais il a assombri son image parce que voilà, il avait un appétit sexuel important, il ne respectait peut-être pas les femmes, on sait pas exactement, on n'a pas réussi à démêler tout le vrai du faux, mais en tout cas, ça a complètement terni son image et ça l'a empêché de devenir président, alors que tout le monde, lui, se disait que la victoire était complètement gagnée pour lui, il n'y avait pas le choix. La deuxième histoire que je veux te raconter là-dessus, c'est le scandale Gillette. Gillette, tu sais, c'est la marque de rasoir et elle a fait une publicité extrêmement maladroite il y a quelques années qui a complètement vexé ses consommateurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans sa publicité, Gillette, au lieu de se contenter de dire que ça rase bien, elle s'est dit qu'elle allait créer un mouvement de société, qu'elle allait surfer sur le mouvement MeToo et sur toutes ces choses qui expliquent que les hommes peuvent être un petit peu toxiques parfois, etc. Et sauf qu'en fait, ce qui a fini par ressortir comme message de cette publicité, c'est que tous les hommes sont toxiques, tous les hommes sont des gros cons et que franchement, il ferait mieux de se bouger pour que ça change parce que c'est vraiment un problème leur comportement. Et donc évidemment, quand tu craches à la figure de tes consommateurs, ça passe pas très bien. Tu peux d'ailleurs aller voir une analyse de Marketing Mania sur ce flop monumental de publicité. C'est une chaîne YouTube que je te recommande vivement. Stan est vraiment impressionnant dans ses analyses et très intéressant. Et pour te dire à quel point ce scandale Gillette retentit encore aujourd'hui à l'esprit des gens, c'est que j'ai écouté une vidéo très récemment d'un Américain, en l'occurrence c'était Jordan Belfort. Donc Jordan Belfort, c'est le loup de Wall Street, mais le vrai. Alors c'est un mec que je n'apprécie pas du tout, mais je suis tombé sur une de ses vidéos et justement il parlait de Gillette. Il parlait de ce truc en disant non mais de toute façon eux jamais plus je leur achète un rasoir. Bon il est un peu, je le trouve un peu débile, mais bref, pour te dire que ça a quand même un retentissement encore aujourd'hui, plusieurs années après ce flop, plusieurs années après ce problème publicitaire. En tout dernier, je vais repartir sur mon exemple favori, dont je te parle souvent, c'est la cour de récréation. Tu sais bien qu'une mauvaise réputation dans la cour de récréation peut presque être mortelle. Souvent, ça mène à l'isolement, voire même à du harcèlement. C'est un problème énorme. Et ce que je trouve génial dans les cours de récréation, c'est que les enfants font ressortir au grand jour ce que les adultes aiment cacher pour se montrer vertueux, alors que les enfants finalement n'ont rien à faire d'être cruels parce qu'ils ne savent pas vraiment encore ce que c'est. Voilà, je vais refermer cette parenthèse avec une référence à l'épisode 3 du podcast qui t'expliquait de dissimuler tes intentions. Un des points fondamentaux de cet épisode, et qui sera encore fondamental dans celui-ci, c'est que l'humain juge sur les apparences et pas sur la complexité de ta personnalité. Et c'est pour ça que la réputation est importante, c'est parce que finalement, ça permet à la personne de simplifier sa vision de toi et d'avoir un truc instantané, très simple pour te qualifier, pour se dire lui je lui fais confiance, lui je lui fais pas confiance.
Donc cet épisode se découpera en 2 parties. En premier, on verra pourquoi avoir une bonne réputation ne suffit pas et pourquoi tu dois vraiment la contrôler. Et ensuite, on verra aussi les 9 situations dans lesquelles ta réputation est cruciale et surtout comment la booster dans ces moments-là. Et puis on terminera dans la 2e partie sur comment construire une réputation à toute épreuve. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de faire encore une fois le petit appel à l'action pour les évaluations iTunes. Tu le sais, là pour l'instant je suis dans une période de test de 6 premiers épisodes. Il y a déjà quelques commentaires, 6 commentaires iTunes et 6 notes sur le podcast pour l'instant au moment où je te parle. Et le but serait d'arriver minimum à 20 pour que je puisse continuer et me dire que c'est pertinent avec tes retours. Et donc je te remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail pour me dire ce qu'elles ont pensé du podcast. Ça m'a beaucoup aidé. Merci encore. Donc si tu l'as pas encore fait, c'est très simple, rends-toi sur iTunes. Si tu sais pas comment mettre des notes iTunes, j'ai tout expliqué sur pouvoir-influence.fr. Tu verras, c'est pas si compliqué. Je te remercie d'avance. Au plaisir de continuer à partager avec toi. C'est parti pour l'épisode. Donc je commence tout de suite avec la raison pour laquelle tu dois absolument contrôler ta réputation. Le point de départ, c'est le raisonnement dont je te parlais tout de suite. C'est que l'humain croit ce qu'il voit. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet une économie d'énergie au cerveau qui n'a pas besoin de douter de tout en chaque situation. Tu imagines un peu le problème. Si tu devais à chaque fois douter de tout, ne pas faire usage de raccourcis et de stéréotypes, quand tu te ferais arrêter par la police dans la rue, tu devrais d'abord commencer par demander à la personne en uniforme de quel droit elle t'arrête. Ensuite d'essayer de comprendre pourquoi lui les policiers lui a le droit. Enfin tu vois la complexité du truc. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement bien expliqué dans le livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. C'est un prix Nobel d'économie, il est psychologue et c'est vraiment génial ce qu'il a écrit. Le livre est assez gros, mais je te recommande quand même de le lire. La conséquence directe de ce mode économie d'énergie du cerveau, c'est que tu as forcément une réputation et que tout ce que tu fais l'alimente. Pour une entreprise, par exemple, ou une marque personnelle, les réseaux sociaux que tu utilises ou pas sont un signal déjà que tu envoies au marché. Parce que si par exemple tu es coach et que tu utilises uniquement LinkedIn, tu montres aux gens que oui, tu as un certain aspect professionnel, tu n'es pas n'importe qui, et tu n'utilises pas les réseaux sociaux pour les gamines de 15 ans, c'est-à-dire Instagram, TikTok, Facebook. C'est peut-être une erreur, je ne juge pas cette stratégie, mais simplement pour t'expliquer que chaque chose que tu fais envoie un message. Exactement pareil pour le temps de réponse aux messages qu'on t'envoie. Est-ce que même tu réponds à tes abonnés qui t'envoient des messages, ou alors est-ce que tu es trop occupé pour ça ? C'est un message important. Est-ce que quel genre de contenu tu publies, quel genre de contenu tu partages sur ta page ? Avec qui je peux te voir en photo ? Voilà, tout ça, c'est des éléments qui me permettent de mettre une étiquette sur toi, qui me permettent de créer ta réputation. Et finalement, ce qui résulte de ça, c'est que ta vie est ton message. Je vais juste te le répéter parce que c'est tellement important. Ta vie est ton message. Ça veut dire que tu vas me dire, ok, du coup, la réputation, c'est extrêmement compliqué à contrôler parce qu'on ne peut pas contrôler 100% de notre vie. Et là, on est complètement d'accord et je t'expliquerai justement comment tu peux faire dans la 2e partie de ce podcast. Mais le message ici que je veux te donner, c'est que tu as forcément une réputation, donc autant la contrôler pour qu'elle te serve. Finalement, tu pourrais me dire que rien ne sert de contrôler sa réputation, il suffit d'être une bonne personne et c'est tout. Mais en fait, si tu fais ça, tu cours un risque. Pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer maintenant. La première raison, c'est que le facteur qui est le plus important pour déterminer ta réputation et pour déterminer de ta qualité n'est pas le même suivant ton groupe social et suivant le groupe social auquel tu souhaites appartenir. Si par exemple tes amis, c'est une bande d'anticapitalistes qui vit dans un squat, ils n'ont pas du tout les mêmes normes que si tes amis, ce sont des banquiers d'affaires qui travaillent à Rothschild. Ils n'ont pas les mêmes vêtements, ils n'ont pas les mêmes expressions, ils n'ont pas les mêmes avis sur la société. Et par exemple, je vais prendre un élément qui va être très parlant pour toi. Si une personne du groupe anticapitaliste qui est un petit peu zadiste sur les bords se fait attraper par la police pour possession de drogue, ça n'aura pas du tout le même impact social pour lui que si c'était le banquier. Le banquier, peut-être qu'il sera exclu de son travail, peut-être qu'il perdra ses amis, peut-être qu'il perdra leur confiance, alors que je pense que une personne qui vit dans un squat et qui est plutôt dans un bord anticapitaliste n'aura pas de problème avec ça.
Et finalement, il faut que tu saches dans ton groupe social, dans le groupe auquel tu souhaites appartenir, qu'est-ce qui est le plus valorisé, qu'est-ce qui est le plus important, et bien appuyer dessus. Mais après tout, tu pourrais encore une fois objecter et me dire que finalement c'est automatique. Chaque personne agit en fonction des groupes auxquels elle souhaite plaire. Mais j'ai un dernier argument pour te convaincre, et cet argument c'est combien de personnes est-ce que tu connais qui ont une réputation molle. C'est-à-dire que quand tu penses à elles, tu as vraiment du mal à leur attribuer des caractéristiques fortes, un vrai avis sur les choses. Je suis sûr que tu en connais plein, et je vais t'expliquer le problème. En l'absence d'une réputation forte, tu as une réputation que je qualifierais de flottante. Ça veut dire que c'est très facile de la changer, c'est donc très facile de te discréditer, et si tu as par exemple une conversation mal interprétée, des propos sortis de leur contexte, tu cours un risque énorme de ruiner ton image. A l'inverse, si tu avais une réputation forte, ça pousserait les gens à se questionner sur les faits. Par exemple, si je te dis que ton pote Pascal, réputé pour son honnêteté et sa franchise, a dit du mal de toi dans ton dos, tu auras certainement tendance à ne pas me croire, parce que la réputation de Pascal est celle d'une personne honnête qui dit ce qu'elle pense. Et là, tu vois que finalement, Pascal est protégé par sa réputation. J'ai un autre exemple qui est un petit peu plus pervers et insidieux, et sur lequel je t'invite à faire particulièrement attention. J'étais récemment dans une conférence auquel il y avait plein d'entrepreneurs. Et au détour d'une conversation, on discute, on parle d'un entrepreneur particulier, et j'apprends qu'il n'a pas diffusé l'interview d'un autre entrepreneur qui l'a fait. Et quand tu fais une interview, en fait, tu prends du temps d'une personne, et la rétribution de ce temps, c'est justement la visibilité que tu donnes à cette personne. Du coup, c'est une sorte de contrat tacite. Si je fais ton interview, je publie ton interview. C'est le contrat de base. Et du coup, cet entrepreneur qui était frustré de ne pas voir son interview publiée, dit comme ça dans la conversation, d'une manière pas du tout faite pour nuire, ni faite pour quoi que ce soit d'autre que exprimer ce qu'il pensait. Mais il dit, pour moi, je ne peux pas faire de business avec lui, je ne le trouve pas fiable. Et là, le problème, c'est que c'est une personne que je connaissais un petit peu, mais elle n'avait pas une réputation très forte. Et finalement, ça veut dire que moi aussi, aujourd'hui, je pense que cette personne peut potentiellement manquer de fiabilité, et je serais assez réticent à faire des projets avec elle, parce que je me dis, elle l'a fait une fois, pourquoi pas deux? Et ça n'aurait pas été le cas si cette personne justement avait développé une réputation forte, et qu'elle était connue pour certaines caractéristiques. Finalement, ce que j'ai envie de souligner là, c'est qu'on constate qu'on n'est pas si loin de l'époque où on faisait des duels à l'épée pour défendre son honneur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu bien plus pervers, bien plus insidieux, parce qu'on ne le voit pas. Et du coup, ça laisse l'impression à certaines personnes que ça n'existe pas, et ça laisse l'impression aux personnes qui n'ont pas les codes que ça ne compte pas. Pourtant, ça compte énormément. Et l'autre problème, c'est que ça donne aussi des doutes aux personnes qui savent qu'il y a ces codes, mais qui sont influencées par des moralisateurs. Des gens qui pensent que c'est malhonnête de gérer son image consciemment, que c'est finalement une forme de manipulation des autres, et que si tu étais réellement une personne authentique, tu n'aurais pas besoin de tous ces artifices. J'ai plusieurs réponses à ces moralisateurs, et j'aimerais que plus jamais tu ne te fasses avoir par ce genre de personnes. La première réponse que j'ai à leur donner, c'est que forcément, quand on n'accomplit rien, on n'a pas besoin d'avoir une image. Quand tu n'es pas exposé, quand tu n'as pas un projet, quand tu n'as pas une mission qui te porte, ton image t'importe peu, parce que de toute façon, elle ne fait aucune différence. L'autre point que j'ai à ajouter, c'est que être moralisateur sur l'honnêteté, dire que c'est malhonnête de gérer son image, c'est une excellente stratégie pour se montrer vertueux et gardien de la morale. Finalement, c'est une manière de construire notre réputation. Donc tu vois un peu le serpent qui se mord la queue, c'est comme si un militant anti-armes pointait un flingue sur la tempe de Donald Trump pour lui faire interdire les armes. Maintenant, je vais passer en revue rapidement les 9 situations dans lesquelles ta réputation est cruciale. La toute première situation, c'est la situation que tout entrepreneur connaît,
c'est la vente. Tu as besoin de montrer patte blanche. Tu as besoin de montrer que tu es une personne fiable et qu'on peut te faire confiance et que si je te donne mon argent, je vais pas le perdre, tu vas pas m'arnaquer. C'est valable surtout pour les produits chers et en particulier pour les produits qui sont très personnels comme le coaching ou des services. Parce qu'évidemment, si tu vends un e-book à 17 €, la confiance n'a pas besoin d'être réellement là parce que 17 € pour la plupart des gens, c'est rien. C'est-à-dire que 17 €, c'est un repas comme ça, t'y penses même pas. Je sais qu'il y a d'autres types de personnes, mais qui en général sont pas forcément entrepreneurs pour qui ça compte plus, mais en fonction de ta clientèle, il y a des sommes d'argent qui ne sont rien. Par exemple, si tu vends à Bill Gates un truc à 1 million, ce sera certainement pas si cher que ça pour lui. Je pense que tu vois un peu l'échelle de valeur qu'on a. La seconde situation dans laquelle tu as vraiment intérêt à avoir une bonne réputation, c'est pour cultiver des relations business. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de l'entrepreneur qui n'avait pas publié l'interview et qui du coup paraissait moins fiable, le monde est petit. Le bouche à oreille règne. Donc, évidemment, avoir des témoignages clients, c'est déjà pas mal. C'est intéressant de pouvoir montrer que tu as des résultats, de pouvoir montrer que tes clients sont satisfaits. Mais ça ne fera pas tout. Et on sait tous, quand on est dans le milieu, que certaines personnes, et on sait également qui, ont trafiqué leurs commentaires par le passé. Et du coup, chaque nouvelle personne qui arrive sur le marché est un petit peu suspecte. C'est-à-dire que si tu as plein de témoignages clients, ok, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est avoir du bouche à oreille, c'est d'avoir une personne à qui je fais moi-même confiance, qui me dit que cette personne-là mérite ma confiance. Tu vois, c'est cette chaîne-là qui se crée, et c'est pour ça que ce monde, c'est difficile d'y rentrer, parce qu'il faut, c'est pas vraiment de la cooptation comme c'était une secte, mais il faut se faire valider, il faut réussir à montrer sa valeur. Donc là, pour moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est tout simplement de délivrer plus, pour que tes clients parlent de toi à tout le monde. Pour que tes clients non seulement aient envie de te faire un témoignage vidéo, mais qu'en plus, ils aient envie de le poster sur leur mur Facebook et de parler de toi à toutes les occasions qu'ils ont. Parce qu'ils sont tellement ravis du service que tu leur as rendu qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Il y a un autre moment auquel on pense beaucoup moins pour avoir une bonne réputation. En fait, quand tu as une bonne réputation, en général, tu es assez connu, et du coup, tu es observé. Tu es observé par des gens qui souhaitent un petit peu détecter ce que tu fais, décrypter tes actions pour eux-mêmes en tirer parti. Peut-être en te prenant tes clients ou en faisant d'autres choses qui sont bonnes ou moins bonnes pour toi. Et quand tu as une bonne réputation, tu bénéficies de l'effet de halo. Encore une fois, l'effet de halo est expliqué dans Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, tu peux le lire. Mais pour faire en 2 mots, l'effet de halo, c'est que quand tu remarques une qualité chez une personne, qu'elle soit bonne, soit mauvaise, et tu vas lui attribuer plein d'autres qualités en plus. Par exemple, une personne qui est belle physiquement, tu vas penser qu'elle est généreuse, qu'elle est sympa, qu'elle fait des bonnes blagues, et qu'elle a bonne haleine. Alors que quand tu vois une personne moche, tu fais des suppositions inverses. Et l'effet de halo dans la réputation est extrêmement important et intéressant parce que dès que tu vas faire la moindre action, tout le monde va penser que c'est stratégique. Tout le monde va se dire, mais oula, il a fait ça, je me demande bien ce qu'il a derrière la tête et va chercher à analyser tes comportements. C'est extrêmement bénéfique pour toi, pour perdre tes concurrents et pour les mener sur des fausses pistes. Encore une fois, je t'invite à écouter l'épisode 3 de ce podcast dans lequel je te parlais de 2 manières de dissimuler tes actions à tes concurrents et surtout pourquoi c'était important. Je ne vais pas te donner tous les détails parce que ça s'apprête l'effet dont je viens de te parler, mais ça m'est déjà arrivé dans mon business que de faire un test et que tout le monde pense que j'avais une nouvelle stratégie, que je changeais de client type, alors qu'en fait c'était juste un test, c'était juste un truc que je tentais comme ça, mais c'était pas du tout une grande stratégie comme beaucoup l'ont supposé et qui a fait un petit peu parler. L'autre aspect hyper intéressant de la réputation, c'est que bien souvent elle te précède. Et ça peut être extrêmement bénéfique pour toi pour mettre tes adversaires ou tes partenaires dans un état d'esprit particulier avant de te voir. Par exemple, on sait que Poutine est extrêmement violent en négociation et qui ne lâche rien. Tu imagines bien que toute personne qui sait qu'elle va négocier avec Vladimir Poutine a déjà les genoux qui tremblent avant même de prendre l'avion pour aller à Moscou. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, même sans avoir une réputation aussi forte que celle de Vladimir Poutine, ça va être un petit peu compliqué.
Mais si déjà, tu es reconnu comme une personne charismatique et experte de son domaine, les gens qui te rencontrent vont chercher les preuves de ça. Elles vont avoir ce fameux biais de confirmation qui, encore une fois, est expliqué dans Système 1, Système 2. Je pense que je vais arrêter de le dire maintenant. Mais le biais de confirmation, ils vont chercher les preuves. C'est-à-dire que si je te dis que telle personne est un expert et que tu me fais confiance, eh ben tu vas, en le regardant, avoir beaucoup moins de doutes. Tu vas plutôt chercher à te dire, mais pourquoi est-ce que Lucien, à qui je fais confiance, m'a dit que cette personne était un expert ? Ah oui, d'accord, je vois, quand il me dit ça, je trouve ça intéressant, quand il me dit ça, c'est vrai que je suis d'accord. Alors que si je ne t'avais pas dit ça avant, peut-être que tu aurais été très sceptique en te disant, ça sent un petit peu l'arnaque. Le point suivant de la valeur de ta réputation, c'est qu'elle peut te permettre de créer de la valeur sans le savoir. Elle peut te permettre de réunir des personnes sans que tu le saches. C'est-à-dire que deux personnes qui te suivent, si tu as une audience, peuvent connecter grâce à toi, parce qu'elles ont finalement tué leur point commun, elles vont connecter, elles vont pouvoir bien discuter, et elles vont peut-être même développer une relation, et elles auront de la gratitude pour toi, simplement parce que tu as été ce connecteur, parce que ta réputation leur a permis de briser la glace, de faire ces premiers pas, cette première rencontre, et du coup peut-être de créer, je sais pas, une association business ou autre chose d'intéressant comme ça. Il y a un autre moment dans lequel la réputation a une valeur flagrante, c'est dans le phénomène des influenceurs, notamment les influenceurs Instagram, YouTube ou sur tous les réseaux sociaux. Je vais te faire une petite question, te poser une petite question. Qu'est-ce qu'il y a de tangible dans un influenceur qui lui permet de gagner de l'argent ? Absolument rien, sauf sa réputation auprès de ses abonnés et des marques. Un influenceur ne crée pas de produits, il ne crée pas de choses qu'il vend. Simplement, il est une sorte d'intermédiaire qui dispose d'une chose qui manque à la marque, c'est la confiance des gens. Et la confiance des gens, je peux t'assurer que c'est la réputation. Et donc la seule valeur créée par l'influenceur, c'est la réputation. Et tu vois comme certains sont payés, tu te rends compte à quel point c'est important, à quel point c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui. Ce n'est pas une notion du passé, une notion archaïque ou un truc, comme je te l'expliquais tout à l'heure, des duels du Moyen-Âge. Et finalement, si on élargit le spectre des influenceurs à ceux des entrepreneurs qui créent du contenu, tu le sais comme moi, s'il y a un youtubeur ou un podcasteur que tu adores, tu vas regarder ses contenus même si le titre n'est pas terrible, même si la miniature n'est pas top. Et finalement, c'est sa réputation qui va lui permettre d'augmenter la fidélité de son audience et d'augmenter par là même son chiffre d'affaires. Le 8e élément que je veux te donner, c'est quasiment un point de vigilance. Parce que ta réputation, elle doit être créée en fonction des personnes que tu veux attirer. Dernièrement sur Facebook, j'ai vu un entrepreneur qui formait des entrepreneurs en ligne, donc une sorte de formateur comme il y en a des milliers aujourd'hui, et son message était un petit peu particulier. Son message c'était « Créer une entreprise sans risque, financée par l'État ». Tu imagines bien qu'il n'aura pas le même type de client que si tu dis « Viens avec moi, crée une entreprise milliardaire qui va changer le monde ». Tu vois que le profil de risque des personnes ne sera pas le même. Enfin, j'étais obligé d'en parler. Il y a ta réputation et il y a aussi la réputation des autres. Et bien souvent, on peut se demander comment est-ce que je peux dépasser un concurrent, et comme à chaque fois, la réponse c'est soit en t'élevant toi, soit en diminuant l'autre personne. C'est quelque chose que je t'invite à utiliser avec vraiment parcimonie, et sur lequel je t'invite à faire très attention, à rester extrêmement subtil, et ne pas devenir une sorte de petit chien enragé qui mord les mollets des passants, parce que tu seras tout simplement ridicule. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas dépenser trop d'énergie à nuire à la réputation des autres. Personnellement, j'essaye d'éviter les attaques personnelles, même si il y a dans le domaine de l'efficience, qui est le domaine de mon entreprise, le domaine de mes coachings, énormément de conneries et de mensonges. Et même si les gens qui disent ça, je trouve qu'ils sont vraiment pas très très honnêtes, je ne les vise jamais personnellement parce que j'ai simplement pas envie de perdre mon énergie dans un conflit. Mais je vais quand même te donner la manière de casser la réputation d'une personne qui le mérite, donc peut-être un charlatan de ton domaine, et donc il est temps de se débarrasser parce que franchement il fait du mal aux gens, et ça j'en connais, j'ai des clients qui à chaque fois me disent mais
putain, j'en ai marre, quoi. Ce mec dit des conneries, il enlève la confiance des gens, il nuit à leur réussite, et il a plus de clients que moi. Et c'est ce genre de personnes-là que peut-être il faut nuire à leur réputation, peut-être qu'il faut finalement les exposer au grand jour et pas te laisser faire. Et alors là, comment s'y prendre? Je te rappelle vraiment avec subtilité, c'est simplement ouvrir des brèches dans la réputation. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir des brèches? Ça veut dire que tu vas pas au pied de biche et au marteau-piqueur. Tu vas simplement en créer une petite fissure. Comment créer cette fissure? En donnant des clés de lecture aux gens pour que chacun voit par lui-même les défauts de l'autre personne. Par exemple, en efficience, il y a un truc hyper important, et comme dans tous les domaines d'ailleurs, ce sont les grands principes. Les grands principes, c'est les fondamentaux, c'est la base, c'est ce qui est essentiel pour vraiment comprendre le domaine, réellement progresser et avoir des réussites fulgurantes. Et un bon nombre de personnes dans l'efficience ne se concentrent absolument pas sur les principes. Ils sont sur des petites techniques par-ci par-là, qui sont simplement des miroirs aux alouettes, qui ne marchent pas, et d'ailleurs je récupère leurs clients en coaching après, ce que je trouve assez frustrant parce que je me dis que ces mecs-là ont quand même perdu pas mal de temps. Et au lieu de pointer le doigt sur eux, j'explique à tout le monde, voilà, écoute, ce qui est important, ce ne sont pas les petites techniques. Parce que toi-même, tu les as testées, tu as vu que ça ne marchait pas. En fait, ce qu'il te manque, ce ne sont pas les techniques, ce sont les grands principes et comment les appliquer. Et quand je dis ça à la personne, elle va se dire, ah, tiens, c'est intéressant. Si elle est d'accord, elle va peut-être continuer à écouter mes concurrents qui disent des conneries. Sauf qu'au bout d'un moment, si elle est plus d'accord avec moi qu'avec eux, elle va se dire, tiens, mais c'est bizarre. Lucien parlait de charlatans, il parlait de gens qui parlent pas de principes, et justement, lui, il a pas l'air d'en parler. Peut-être qu'il fait partie des gens que Lucien vise. Et finalement, comme ça, tu ébrèches la réputation de tes concurrents sans être direct, sans vexer personne, sans gaspiller ton énergie dans des batailles interminables qui sont aussi insupportables. Enfin, moi, je trouve ça complètement contre-productif et ça me pompe l'air tout simplement de faire ça, donc j'ai pas envie. Mais la subtilité gagne toujours. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie de cet épisode. Comment construire une réputation à toute épreuve? On va commencer par voir les 4 étapes pour construire ta réputation, et ensuite on verra les erreurs à éviter, justement pour conserver cette bonne réputation que tu viens de te créer. Le principe de base sur lequel on a commencé l'épisode, c'est que le cerveau des interlocuteurs est en mode économie d'énergie. Pour se loger directement chez lui, pour directement impacter les personnes que tu veux, il faut donc avoir un message extrêmement simple. On n'est pas là, dans la création de réputation, pour montrer la complexité de ta personnalité. Ça, c'est un truc de l'ego, c'est réservé uniquement à tes proches, et les autres n'ont pas besoin de le savoir. Donc ta réputation, tu vas la baser sur une seule qualité. Je dis bien une seule, c'est pas 2, 10, c'est vraiment une. Rappelle-toi, le but c'est que ce soit extrêmement simple. Comment choisir cette qualité? Comment choisir la bonne qualité, celle qui va te servir et qui va te permettre d'être reconnu par les gens que tu cherches? Les 2 critères sont les suivants. Le premier, c'est que cette qualité sert ton objectif. Quel que soit ton objectif, certaines qualités le serviront mieux que d'autres. Et si tu es dans un domaine comme moi, par exemple, dans mon activité riche de temps, sur du coaching, par exemple, tu as intérêt à arborer une qualité qui fait partie de l'idéal de tes clients. Tu as intérêt à incarner cette version que tes clients veulent. Et c'est comme ça que tu mettras le doigt sur... c'est l'un des 2 critères qui te permettra de mettre le doigt sur la qualité que tu veux mettre en avant. Par exemple, ça pourrait être l'intégrité, ça pourrait être la vérité, ça pourrait être l'authenticité. On pourrait aussi dire que tu fais de la qualité, que tu es transparent. Ça, par exemple, qualité et transparence, ce sont 2 valeurs que j'identifie chez Bonne Gueule. Bonne Gueule, c'est une marque de vêtements qui a commencé par un blog et qui cherche en permanence à vraiment parler d'où viennent leurs produits, de faire des choses de qualité, etc. Et du coup, ils mettent vraiment ça en avant. Là, pour le coup, il y en a 2, et toi, je te conseille vraiment d'en prendre une seule. Bonne Gueule, c'est une marque qui a déjà de l'âge, qui a pu s'établir, se perfectionner, mais commence toujours par une seule, et essaye de ne communiquer qu'un message. Le deuxième critère, qui est tout aussi important que le premier, c'est que cette qualité doit être alignée avec toi. C'est-à-dire que tu dois être congruent avec cette qualité. Parce que c'est bien beau de vouloir incarner l'idéal de ton lecteur,
ou l'idéal de ton client. Mais si ce n'est pas toi, tu vas te perdre. Et donc, tu dois absolument faire ce travail d'avoir une qualité qui valide ces deux critères. Alors, je reparlerai un petit peu du second critère tout à l'heure. Et finalement, une fois que tu as choisi cette qualité, c'est le moment d'assumer. Parce qu'en fait, avoir une réputation, c'est un petit peu comme une série de contraintes que tu te fixes et avec lesquelles tu acceptes de jouer. Et donc là, une fois que tu acceptes de jouer avec ces contraintes, une fois que tu acceptes d'incarner cette qualité, je t'invite à vraiment mener une réflexion sur comment faire, sur quels sont les éléments essentiels qui vont montrer aux gens que j'incarne vraiment cette qualité. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube qui parle d'esprit scientifique, qui cherche à toujours être plus scientifique que les autres de ta thématique, ne néglige jamais tes sources. Fais toujours tes devoirs. Et fais attention à ça parce que c'est justement là que tes concurrents pourront pointer tes incohérences. Si tu dis que la science est ce qu'il y a de plus important et qu'il n'y a aucune étude scientifique citée dans tes descriptions, moi je me pose une question. Je me dis, le gars, il est pas clair. Finalement, la règle d'or dans la réputation, c'est show, don't tell. C'est les Américains qui disent ça, ça veut dire montre, ne fais pas que dire. Et par exemple, je vais prendre un exemple fictif pour te faire comprendre ça très rapidement. Si H&M, tu sais la marque de vêtements, disait que leur valeur principale c'est les droits de l'homme, eh ben on saurait tous que c'est du pipeau. Parce que quand tu vends un t-shirt à 3 € qui a pollué des rivières je sais pas où, qui a tué des petits enfants bangladais, tu te rends compte que les droits de l'homme, ça semble pas être le centre de leur priorité. Et finalement, ce qui est important pour toi de retenir ici, c'est que tes valeurs, ta valeur, tu n'as pas besoin de la dire. Tu as simplement besoin de l'incarner et de transpirer tes valeurs, si je puis dire. Ça veut dire que dans chacune de tes actions, elle doit se refléter. Et pour ça, tu dois avoir fait cette réflexion de te dire comment je fais pour l'incarner. Ça passe notamment par le fait de poser des limites. Par exemple, je parle beaucoup d'efficience, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et pour être efficient, il y a une règle essentielle, c'est de ne pas être constamment sur son téléphone. Et ça, dans mes comportements, comment ça se reflète ? Ça se reflète que mes clients n'ont pas une réponse immédiate à leur message. Ça se reflète que si tu m'envoies un mail, il est peu probable que tu aies une réponse rapide, à moins que ce soit pile au moment où je regarde. Et ça fait partie de la marque, ça fait partie de qui je suis. Et justement, si tu as une marque personnelle, je te recommande de coller au plus proche de la réalité. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de congruence, mais la marque personnelle, ça a quelque chose de particulier, ça a une importance supplémentaire. Parce que la marque personnelle, celle que tu incarnes, tu l'incarnes à tout instant de ta vie, c'est un véritable travail à plein temps. Quand tu vas te faire interviewer, tu en auras besoin. Quand tu seras dans la rue, tu auras aussi besoin de l'incarner. Tu as besoin de l'incarner partout. Personnellement, j'ai pas une audience immense. Malgré tout, je me suis fait reconnaître plusieurs fois, notamment dans la rue, même en train de faire un jogging. Donc en train de faire un jogging, je te raconte pas le truc. C'est le truc, t'es en sueur, t'as pas du tout les mêmes vêtements que d'habitude, mais les gens peuvent quand même te reconnaître. Je me suis fait aussi reconnaître dans le métro parisien, tu vois, ça arrive. Et ça veut dire que si tu n'incarnes pas ta marque, tu ne seras pas à l'aise. Tu vas manquer d'énergie. Et les gens vont sentir le pipeau, parce que les gens ne sont pas dupes. Et sentir si quelqu'un est honnête ou pas, ça fait partie des trucs qui sont innés. Ça fait partie des qualités qu'on a développées au fil du temps pour que la tribu se porte bien. Donc tu imagines bien que les gens sont très compétents pour ça. Et maintenant, pour conclure ce truc-là, et pour t'expliquer d'où me vient cette pensée, je veux te donner une petite minute d'empathie aux personnes qui postent des photos hyper retouchées sur Instagram, hyper maquillées. Parce que franchement, si j'étais elle, je serais pas serein. Si tu retouches toutes tes photos à mort, tu peux plus sortir dans la rue. De peur qu'une personne te reconnaisse et dévoile ta supercherie. De peur que les marques ne croient plus en toi. Et je pense que ça crée une pression énorme que tu peux éviter facilement. Donc franchement, autant le faire, autant être dans la congruence. Mon dernier point pour te permettre de développer ta réputation, c'est de t'appuyer sur des personnes ressources. Utilise les gens qui te connaissent le mieux. Utilise ton maître, on en a parlé dans le tout premier épisode du podcast. Utilise tes clients. Utilise tes amis. Parce que eux,
ils sont au-delà de l'image que tu projettes. Ils sont au-delà de la simple réputation. Ils voient ta complexité et c'est eux qui peuvent parler de ta congruence. C'est eux qui peuvent se dire, mais il est aligné. Quand il dit qu'il aime ses clients, eh ben moi j'ai été son client et je peux te dire qu'il répond à tous mes messages, qu'il n'hésite pas à me faire une vidéo de 15 minutes pour me répondre à une petite question. C'est un mec dévoué. Et ben ça, c'est un truc seulement les personnes qui travaillent vraiment avec toi peuvent s'en rendre compte et c'est eux qui sont les meilleurs porte-parole de ton message. Donc laisse-les parler de toi. Encore une fois, délivre plus. Fais en sorte que les personnes qui te croisent se disent mais la vache, c'est un puits de compétences, c'est une personne alignée, c'est un mec en qui j'ai confiance et si j'avais le problème que lui résout, mais j'irais directement vers lui. Avant de passer à la conclusion du podcast, j'ai quand même quelques petites erreurs que tu ne dois pas faire et dont j'ai envie de te parler. La première, c'est que, à la fois, tu dois construire ta réputation, mais tu dois aussi la défendre. Et défendre une réputation, c'est souvent bien plus compliqué, surtout si tu l'as mal construite. C'est pour ça que la construire de manière solide, de ne pas avoir une réputation molle et flottante, c'est très important. Maintenant, peut-être qu'à un moment, tu vas être amené à défendre ta réputation. Encore une fois, la règle numéro 1, c'est show, don't tell. Tu n'as pas besoin de parler, de dire quelle est ta réputation, quelle est la qualité que tu veux mettre en avant, tu as besoin de l'incarner au quotidien. Et fais surtout attention, encore une fois, d'être subtil. Parce que si tu en fais trop, si tu te bats comme un mec qui est en train de se noyer pour sauver ta réputation, on sent que c'est louche, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous. Finalement, la seule manière de défendre ta réputation en douceur et de manière irréfutable, c'est par tes actions. Mais attention, je parle de vraies actions. Fais au moins l'effort pour que ça ait l'air vrai si tu n'as pas envie de faire cette action. Par exemple, si tu fais un don dérisoire à une association caritative, c'est nul. Parce que tout le monde flaire le pipeau à 100 km. Je donne 1% de mon chiffre d'affaires. Bravo, mais en fait on s'en fout. On voit bien que c'est du greenwashing, on voit bien que c'est du bullshit. Le vrai don, si c'est ça que tu veux faire, c'est celui qui t'engage. C'est celui qui te coûte quelque chose et donc qui a de la valeur. Et ce n'est que comme ça que les personnes qui te suivent pourront percevoir de la sincérité dans tes actes. Enfin, pour compléter ce point, ce qui est important, c'est la patience. Parce que la réputation, ça ne se crée pas en un claquement de doigts. Par contre, ça peut se détruire en un claquement de doigts. Mais donc tu dois avoir cette patience. Et justement, ça nous mène au point suivant, qui est attention à la colère et à tes réactions émotionnelles. Parce qu'une réputation, ça se réduit facilement à néant. Une personne qui a confiance n'a pas besoin de se défendre avec désespoir. Mais justement, elle se défend avec aplomb et avec confiance. Elle ne cède pas à ses émotions, à crier sur quelqu'un. Elle est droite dans ses bottes et elle incarne sa mission. Si dans ta réputation tu es colérique, pourquoi pas ? Mais il faut vraiment que ce soit aligné avec toi, il faut vraiment que ça te corresponde et il ne faut pas que ça rebute les gens. Parce que moi, personnellement, travailler avec quelqu'un de colérique, jamais de la vie. L'avant-dernière erreur, c'est celle de paraître trop parfait. Une personne trop parfaite, une personne sans aucun défaut, c'est suspect. Et ça, on en parlera dans un des prochains épisodes du podcast. Si malgré tous les conseils que tu as entendus aujourd'hui, ta réputation est salie, il y a bien sûr la patience qui te permettra peut-être de la reconstruire, mais Robert Greene nous donne un conseil que je trouve extrêmement pertinent, c'est que le point sur lequel ta réputation a été salie, par exemple si tu as été vu comme une personne était colérique, une personne qui n'était pas fiable, une personne sur laquelle on ne pouvait pas compter tout simplement, fais une alliance avec Barack Obama. Et tout de suite, son image va déteindre sur toi et ça va t'apporter de l'autorité supplémentaire, ça va te permettre de rattraper ta réputation. Là, évidemment, tu te rends compte que c'est pas simple. Et en même temps, quand t'as cramé ta réputation, c'est normal que ce soit pas simple parce que c'est difficile à construire et encore plus difficile à reconstruire. Donc le mieux, c'est encore de la construire avec solidité et d'éviter de la salir, de rester subtil et de ne pas se faire avoir. En conclusion, quelques points. Le premier, c'est que tu crées ta réputation consciemment en la basant sur un critère pour la rendre simple et l'ancrer dans le cerveau de tout le monde. Le second point, c'est que tu dois rester en contrôle de ta réputation pour te coucher serein et laisser les autres parler pour toi.
D'ailleurs, c'est très en lien avec l'épisode de la semaine dernière, dans lequel on a parlé de toujours dire moins que nécessaire. Si tu as une réputation qui le permet, tu pourras très facilement en dire moins, et en dire moins alimentera encore ta réputation. Je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière pour vraiment comprendre tout simplement ce que j'ai dit. Maintenant que l'épisode est terminé, je t'invite à partager cet épisode à un ami qui fait du bon travail et qui devrait développer son influence pour le promouvoir. Ensuite, je te remercie de noter le podcast 5 étoiles avec un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Si tu veux continuer à écouter Pouvoir et Influence chaque semaine, je te rappelle que je suis pour l'instant dans une période de test avec les 6 premiers épisodes. Et en fonction des retours, en fonction des commentaires, je continuerai ou pas ce podcast. Et pour ne rien louper de la suite des podcasts, de la suite de ta formation continue en pouvoir et en influence, abonne-toi à la newsletter sur pouvoir-influence.fr. Prends soin de toi, je te dis à dimanche prochain 10h30, bye.